Imaginez un instant que vous possédez un don rare, la capacité de voir au-delà des apparences, de déchiffrer les émotions cachées et de percevoir des vérités que la plupart des gens préfèrent ignorer. Maintenant, réfléchissez au prix que vous payez pour cette vision perspicace. Il ne s'agit pas de folie, mais d'une lucidité que peu de gens peuvent supporter. C'est exactement ce que le psychiatre Carl Jung a découvert dans ses études les plus troublantes et révélatrices. Jung n'était pas aux prises avec des maladies mentales ordinaires. Il observait les gens avec une perception si pointue qu'ils étaient capables de lire des expressions imperceptibles, de capter des tensions invisibles et de découvrir des schémas psychologiques qui échappaient aux yeux de la plupart. Ces individus ont non seulement vu à travers les masques sociaux, mais ont également ressenti le poids des mensonges, de la douleur refoulée et des vérités tacites qui imprègnent chaque environnement. Et le plus intriguant? Cette capacité ne les rendait pas puissants, mais vulnérables. Ce que Jung appelait « perception différenciée » n'était pas un super pouvoir mais une malédiction déguisée. Celui qui en était atteint s'est retrouvé isolé, épuisé et incapable d'entretenir des relations normales. Non pas parce qu'ils étaient instables, mais parce que trop de choses avaient un prix élevé, la solitude de ceux qui ne trouvent personne qui comprenne leur vision du monde. Et le pire? La société ne pardonne pas à ceux qui exposent leurs vérités inconfortables. Le cas qui illustre cette découverte a commencé avec une patiente arrivée au cabinet de Jung en 1913, en pleine crise personnelle, après avoir rompu avec Freud. Elle était ce qu'il classerait plus tard comme le type de personnalité le plus rare, une intuitive introvertie avec une perception si aiguë qu'elle pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et, en quelques secondes, identifier qui mentait, qui souffrait en silence et qui nourrissait des ressentiments cachés. Jung a noté dans ses archives qu'elle avait une capacité extraordinaire à capturer les contenus inconscients des autres, mais que cela, au lieu d'être un avantage, la laissait dans une angoisse constante. Elle ne pouvait pas participer à des conversations superficielles, car elle voyait à travers toutes les façades. Il n'entretenait pas d'amitié, parce que les gens se sentaient exposés et mal à l'aise en sa présence. Il n'a pas pu obtenir d'emploi stable parce que sa présence perturbait les accords inconscients qui assurent le fonctionnement des groupes. Jung s'est rendu compte qu'il ne traitait pas une pathologie, mais qu'il était témoin de ce qui se produit lorsque l'inconscient devient trop conscient, lorsque la perception est si exacerbée qu'elle menace la survie sociale. Cette patiente décrivait les gens avec une précision effrayante, comme si elle avait accès à leurs pensées les plus intimes. Jung vérifia ses observations et, à sa grande surprise, elles étaient presque toujours correctes. Ce n'était ni un délire ni une psychose. C'était une conscience si avancée qu'elle devenait socialement dangereuse. Mais ce qui a vraiment choqué Jung était quelque chose d'encore plus profond. Alors qu'il étudiait ce phénomène, il a commencé à enquêter sur ce qu'il a appelé la participation mystique, un état dans lequel des individus dotés d'une intuition très développée sont inondés par le contenu inconscient des autres. Dans ses notes sur le livre rouge, Jung a écrit qu'il existe des personnes dont l'appareil psychique est si sensible qu'elles absorbent non seulement les communications conscientes, mais toute l'atmosphère inconsciente de l'environnement. Les recherches modernes, comme celle de la psychologue Hélène Aron sur les personnes très sensibles, confirment ces observations. Environ 20% de la population présente une sensibilité émotionnelle et sensorielle élevée. Mais Jung est allé plus loin, il a identifié un sous-groupe encore plus rare, les intuitifs introvertis, qui ne représentent que 1% de la population et qui non seulement ressentent profondément, mais perçoivent les schémas inconscients avec une clarté étonnante. Ces individus possèdent ce que Jung appelle une fonction intuitive différenciée. Leur cerveau traite non seulement des signaux sociaux évidents, mais aussi des états émotionnels refoulés, des contenus inconscients et des schémas psychologiques que la plupart ne détectent pas. Ils voient la dépression derrière les sourires forcés, ils ressentent le désespoir déguisé en confiance et ils perçoivent l'ombre collective que les groupes préfèrent ignorer. Jung a prévenu, le danger ne réside pas dans la perception elle-même, mais dans l'isolement psychique qu'elle provoque. Quand quelqu'un voit ce que les autres ne veulent pas ou ne peuvent pas voir, il devient un miroir auquel la société ne peut supporter de faire face. Cela crée ce que Jung appelle le problème des fonctions supérieures. Quand votre plus grande force devient votre plus grand fardeau, car elle vous éloigne de la participation collective inconsciente. Mais le véritable risque n'est pas la perception elle-même. Les personnes ayant cette capacité évidente à voir dans l'inconscient des autres deviennent la cible de quelque chose que Jung a largement documenté, la projection d'ombre. D'autres attaquent inconsciemment ceux qui reflètent ce qu'ils refusent de reconnaître en eux-mêmes. Dans Psychologie de l'inconscient, Jung écrit que rien n'influence plus psychologiquement l'environnement, et en particulier les enfants, que la vie non vécue des parents. Mais il a constaté que ce principe s'étend à toutes les relations.
Lorsque l'ombre d'une personne est reflétée par la perception claire d'une autre personne, l'inconscient a deux options, intégrer l'ombre ou attaquer le miroir. Jung a observé ce schéma à plusieurs reprises dans sa pratique clinique. Ceux qui voient clairement sont souvent blâmés pour les problèmes qu'ils ne font qu'observer. Ses patients à l'intuition différenciée en faisaient constamment l'expérience. En suggérant gentiment que quelqu'un semblait bouleversé, on l'accusait d'être négatif ou de créer un conflit. Lorsqu'ils soulignaient des problèmes évidents, ils étaient accusés de porter un jugement ou d'inventer des problèmes là où il n'en existait pas. Jung s'est rendu compte que ce n'était pas une coïncidence, mais un mécanisme de défense psychologique. Dans Mémoire, rêve, réflexion, il écrit que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Mais pour la plupart, il est plus facile d'attaquer ceux qui reflètent leur ombre que d'examiner ce qui se reflète. Cela génère ce que Jung appelle le phénomène du bouc émissaire. Les individus très perspicaces deviennent le problème désigné dans tout groupe qu'ils rejoignent, non pas parce qu'ils causent des problèmes, mais parce qu'ils révèlent des problèmes qui existent déjà dans l'inconscient collectif. Jung a observé que le porteur d'une perception supérieure devient le dépositaire de tout ce que le groupe ne peut admettre sur lui-même. Ce schéma explique pourquoi ces personnes non seulement se sentent incomprises, mais systématiquement attaquées par une force qu'elles ne peuvent expliquer rationnellement. Mais la découverte la plus troublante de Jung était encore à venir. Il a remarqué que cette perception écrasante se manifestait différemment selon les individus. Ainsi, il a identifié 4 modèles au sein du type intuitif introverti, chacun représentant une manière unique de traiter le contenu inconscient des autres. Le premier d'entre eux, l'intuitif sensible, combinait l'intuition introvertie avec une fonction émotionnelle différenciée. Ces personnes ont non seulement vu ce qui était caché, mais ont profondément ressenti l'impact de ce qu'elles percevaient. Nietzsche n'a jamais développé les structures psychologiques nécessaires pour contenir ce qu'il a vu. Son intuition introvertie, tranchante comme un rasoir, traversait sans pitié les illusions collectives, mais il n'avait pas les conteneurs internes pour traiter ce qu'il découvrait. Jung a noté que dans ces dernières années, Nietzsche a non seulement vu la vérité, mais il a fusionné avec elle. Les frontières entre son identité et l'inconscient collectif se sont dissoutes jusqu'à ce qu'il ne sache plus où finissait sa voix et où commençait le cœur d'ombre qu'il absorbait. Le résultat? Un effondrement que Jung a décrit comme l'abandon de l'individualité au profit de la possession collective. Mais tous les cas ne se sont pas terminés par une tragédie. Jung opposait Nietzsche à des personnages comme Goethe, qui possédaient également une perception intuitive extraordinaire, mais savaient l'intégrer de manière magistrale. Goethe n'a pas seulement vu les schémas cachés de la nature et de la psyché humaine, il les a transformés en art, en science, en philosophie. Sa capacité à contenir ce qu'il percevait sans s'en laisser consumer lui a permis de devenir, selon les mots de Jung, un conduit conscient entre le visible et l'invisible. Tandis que Nietzsche succombait à sa propre clairvoyance, Goethe la dominait. La différence? Goethe était passé par le processus d'individuation. Il a reconnu ses propres contenus inconscients, intégré son ombre et participé au collectif sans perdre son identité. Et c'est là que se révèle le véritable problème, la perception supérieure n'est pas un don, mais une vocation. Une vocation qui demande du courage, de la discipline et surtout un choix. On peut se laisser emporter par le courant de l'inconscient, comme Nietzsche, et se laisser entraîner dans les profondeurs de la dissolution psychique. Ou vous pouvez, comme Goethe, apprendre à naviguer dans ces eaux, transformant la vision en action, l'intuition en création et la sensibilité en force. Jung n'était pas intéressé par les théories abstraites, il étudiait ces cas parce qu'il savait que la même dynamique se répétait chez chaque personne avec des perceptions différentes. La question n'est pas de savoir si vous absorbez le contenu inconscient, mais ce que vous en ferez. Et ce choix commence par un acte simple mais radical, arrêtez de fuir. Fuyez ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce dont vous avez l'intuition. Échappez à l'inconfort d'être différent, à la peur de ne pas appartenir, à l'angoisse de porter des vérités que les autres ne veulent pas entendre. Jung a découvert que la plupart des personnes très perspicaces développent des mécanismes de défense pour éviter le poids de leur propre vision. Certains sont distraits par le bruit du monde, d'autres sont anesthésiés par des addictions ou des relations superficielles, d'autres encore se réfugient dans des idéologies qui promettent des réponses faciles. Mais aucune de ces stratégies ne fonctionne. Parce que l'inconscient ne peut être ignoré, il trouve toujours un moyen de se manifester. Et quand c'est le cas, c'est presque toujours de manière destructrice, à travers des symptômes physiques, des crises existentielles, des dépressions émotionnelles ou encore des maladies psychosomatiques. La seule issue est de traverser.
traverser la peur, la solitude, la confusion. Jung appelait cela « faire face à l'inconscient ». Non pas en tant que spectateur passif, mais en tant que participant actif. Cela signifie, premièrement, créer des espaces de silence où vous pouvez entendre votre propre voix au milieu du chaos des perceptions absorbées. Cela signifie également développer des rituels qui ancrent votre identité, que ce soit par l'écriture, l'art, la méditation ou toute autre pratique qui vous aide à faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Et surtout, c'est accepter de ne pas avoir à porter le poids du monde. Vous n'êtes pas responsable de penser les blessures des autres, ni de révéler des vérités que d'autres ne sont pas prêts à entendre. Votre tâche est plus simple et plus profonde, intégrer ce que vous voyez, pour que votre perception ne le détruise pas, mais le transforme. Jung savait que ce chemin n'est pas facile. Cela vous obligera à abandonner l'illusion que vous pouvez redevenir normal. Cela vous demandera d'accepter la solitude de quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Il faudra, dans les moments de désespoir, que vous vous souveniez que votre sensibilité n'est pas une malédiction mais une boussole qui indique des vérités que la plupart des gens passent toute leur vie à essayer d'éviter. Et au final, cela vous demandera de choisir, rester victime de votre propre perception ou en devenir le maître. L'histoire de Nietzsche et de Goethe n'est pas seulement un avertissement ou un exemple. C'est un miroir. Un miroir qui reflète la question que vous vous êtes posée, consciemment ou non, d'innombrables fois, que vais-je faire de ce que je vois? La réponse définira non seulement l'orientation de votre vie, mais aussi la qualité de votre existence. Et Jung, malgré toute sa sagesse, savait une chose, cette réponse n'est pas dans le futur. Il est ici, maintenant, palpitant dans chaque perception que vous essayez d'ignorer, dans chaque intuition que vous étouffez, dans chaque vérité que vous prétendez ne pas voir. L'inconscient n'attend pas. Et toi? Et c'est là que réside le paradoxe que peu de gens comprennent, une perception supérieure n'est pas un don à afficher, mais un fardeau sacré qui demande du courage pour être porté. Nietzsche a succombé parce qu'il voyait trop et ne savait pas quoi faire de ce qu'il voyait. Eckhart a triomphé parce qu'il a transformé sa vision en amour. Et Jung? Jung a appris à danser sur une corde raide entre lucidité et folie, entre isolement et connexion, entre le poids de la vérité et la légèreté de son partage. Ce qui différencie le visionnaire du fou, ce n'est pas l'intensité de sa perception, mais la qualité de son intégration. Chaque idée que vous recevez est comme une graine, elle peut germer en sagesse ou pourrir en ressentiment. La différence réside dans le sol où vous le plantez. Nietzsche a semé ses vérités dans un sol aride, parmi des gens qui n'étaient pas préparés à les recevoir. Eckhart a choisi le sol fertile de la compassion, où même les vérités les plus dures peuvent se transformer en compréhension. Et Jung? Jung a appris à préparer le sol avant de semer. La solitude des personnes très perspicaces n'est pas une punition, mais une vocation. Un appel à trouver ces quelques personnes qui non seulement tolèrent votre vision, mais qui la célèbrent. Ceux qui ne sont pas effrayés par la lumière dont vous émanez, mais qui s'y prélassent. Ces rencontres sont rares comme les diamants, mais aussi essentielles que l'air. Vous les reconnaîtrez non à ce qu'ils disent, mais à ce qu'ils se taisent. Non pas à cause de ce avec quoi ils sont d'accord, mais à cause de ce qu'ils remettent en question. Non pas en raison de l'admiration qu'ils manifestent, mais en raison de la véritable curiosité qu'ils suscitent. Et lorsque vous les trouvez, ne commettez pas l'erreur de Nietzsche, n'utilisez pas votre perception comme une arme. N'en faites pas un marteau pour écraser les illusions des autres. Suivez plutôt l'exemple d'Eckhart, offrez-le comme une tasse d'eau fraîche à ceux qui ont vraiment soif. Parce que la vraie sagesse ne consiste pas à voir plus, mais à partager ce que l'on voit d'une manière que les autres peuvent supporter. Jung l'a appris à ses dépens. Pendant des années, il a lutté entre l'envie de révéler tout ce qu'il voyait et la peur d'être incompris. Jusqu'à ce qu'il comprenne, la révélation n'est pas un acte de courage, mais un acte d'art. Un art qui demande du timing, de la sensibilité et surtout du respect du rythme d'autrui. On ne jette pas une perle au port, mais on ne la cache pas non plus à ceux qui sont prêts à la recevoir. Chaque étape de votre transformation est une mort et une renaissance. Dans la première, vous mourrez au déni et renaissez à l'acceptation de votre propre nature. Dans le second, il meurt à l'isolement et renaît à la connexion consciente. Dans le troisième, il meurt à l'égoïsme et renaît au service. Et dans la chambre? Dans la chambre, vous mourrez au besoin de reconnaissance et renaissez à la liberté de contribuer sans rien attendre en retour. C'est le voyage du véritable éveillé, non pas celui qui voit le plus, mais celui qui devient un phare pour les autres. Non pas celui qui accumule la connaissance,
mais celui qui la transforme en sagesse. Non pas celui qui s'isole dans la tour d'ivoire de sa perception, mais celui qui descend dans la vallée pour guider ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Et lorsque vous atteindrez la fin de ce voyage, vous comprendrez quelque chose de profond, que votre perception n'a jamais été liée à vous. Il s'agissait toujours de nous. À propos de l'humanité. À propos de la prochaine étape dans l'évolution de la conscience. Parce que chaque vérité que vous intégrez, chaque idée que vous partagez, chaque lien que vous établissez avec ceux qui comprennent, est un fil tissé dans la grande tapisserie de l'histoire humaine. Alors je vous le demande encore, que ferez-vous de ce que vous voyez? La réponse n'est pas dans le futur. Il est ici, maintenant, et imprègne chaque choix que vous faites. Dans chaque mot que tu dis. Dans chaque silence que tu gardes. Dans chaque vérité, tu oses vivre. L'inconscient n'attend pas. Et toi? La relation avec lui s'est transformée. Ce qui était autrefois un poids écrasant est devenu un phare, non plus un fardeau, mais une boussole qui indiquait des chemins non encore empruntés par la plupart. Elle n'avait pas besoin de renoncer à sa vue perçante, oui, il a appris à s'y retrouver sans se noyer dans ses profondeurs. Et c'est la différence entre être possédé par la perception et la posséder. Parce que la véritable intégration ne vous oblige pas à tamiser votre lumière pour vous adapter aux limites du monde. Cela nécessite que vous agrandissiez le monde afin qu'il s'intègre dans votre lumière. Chaque fois que vous choisissez de ne pas rétrécir, de ne pas vous cacher, de ne pas vous diluer, vous tissez un nouveau modèle dans la tapisserie de la conscience collective. Et ce modèle, aussi petit qu'il puisse paraître, est ce qui permet aux autres de le voir et de trouver le courage de faire de même. Mais attention, le parcours n'est pas linéaire. Il y a des jours où la clarté vous glisse entre les doigts comme du sable, où le poids de ce que vous voyez semble insupportable, où la solitude de la perception avancée menace de vous engloutir tout entier. Dans ces moments-là, rappelez-vous, même Jung, au sommet de sa sagesse, faisait face à ses propres nuits sombres. Ce qui l'a sauvé n'était pas la certitude mais la pratique, la discipline consistant à revenir, jour après jour, au travail consistant à distinguer ce qui est à vous de ce qui appartient au monde, à séparer la vision de la projection, la compassion du sacrifice. Et voici le secret que peu révèle, l'intégration n'est pas un état à atteindre, mais un rythme à danser. Il y a des moments où vous aurez besoin de vous retirer, de vous ressaisir, de protéger votre énergie comme quelqu'un garde une flamme au milieu du vent. D'autres dans lesquels vous serez appelés à avancer, à tendre la main, à offrir ce que vous voyez même lorsque le monde n'est pas encore prêt à vous écouter. L'équilibre n'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais de savoir quand chaque mouvement est nécessaire. Car, en fin de compte, la supériorité de la perception n'est pas de voir plus, mais de vivre mieux avec ce que l'on voit. Il ne s'agit pas d'anticiper l'avenir, mais de préparer le présent à le recevoir. Il ne s'agit pas de porter le poids du monde, mais d'être un point d'appui pour que le monde apprenne à se porter lui-même. Jung le savait. Il a vu, chez ses patients et en lui-même, que la véritable évolution ne se produit pas lorsque nous devenons invulnérables, mais lorsque nous apprenons à être vulnérables avec sagesse. Et si vous ressentez maintenant l'appel de ce voyage, si quelque chose en vous reconnaît ces mots comme un miroir, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres, répartis dans le temps et dans l'espace, qui ont également entendu cet appel et y ont répondu. Certains se sont perdus en chemin. D'autres se sont retrouvés. Mais tous, sans exception, ont changé le cours de l'histoire simplement en osant regarder au-delà de ce qui leur était proposé. Alors je vous le demande encore, que ferez-vous de ce que vous voyez? La réponse n'est pas loin, elle vous attend. C'est ici, maintenant, palpitant dans chaque respiration, dans chaque choix, dans chaque moment de silence où vous décidez de ne pas détourner le regard. L'inconscient n'attend pas. Et toi? Et cette relation avec ce que vous voyez est devenue intégrée plutôt qu'écrasante. C'est là que réside la découverte la plus dangereuse de Jung. Certains individus naissent avec une conscience qui dépasse la préparation collective. Et cette perception avancée soit les détruit, par isolement et surcharge, soit les transforme en ce dont l'humanité a besoin pour son évolution psychologique. Votre vision perçante n'est pas un défaut de votre structure mentale. C'est une ressource avancée dans le développement de la conscience. Vous n'êtes pas brisé en voyant ce que les autres ignorent. Vous êtes en avance sur votre temps. La question n'est pas de savoir s'il faut supprimer sa perception pour s'insérer dans l'inconscient collectif. La question est de savoir si vous développerez les compétences d'individuation nécessaires pour intégrer consciemment ce que vous voyez.
La méthode d'individuation des poumons, oui, même la respiration est un acte de transformation, offre un chemin, de la solitude dangereuse au service conscient, de la conscience écrasante à la sagesse intégrée, de la malédiction psychologique à la contribution évolutive. Vous êtes né pour tout voir, non pas pour souffrir en silence, mais pour servir l'évolution de la conscience. Le monde a besoin de vos idées, mais il a besoin qu'elles soient fournies avec l'intégration, la sagesse et la conscience stratégique qui transforment la perception dangereuse en médecine culturelle. Votre don n'est pas votre fardeau. Votre relation inconsciente avec lui est ce qui compte. Apprenez à l'intégrer consciemment, et vous deviendrez exactement ce que Jung pensait que les individus très perspicaces étaient destinés à être, des pionniers de la conscience, préparant l'humanité à un développement psychologique inévitable mais toujours invisible aux yeux de la plupart. La découverte la plus dangereuse de Jung n'est pas que certaines personnes voient tout. C'est que la plupart de ceux qui voient n'apprennent jamais à utiliser judicieusement ce qu'ils voient. Le danger ne réside pas dans la perception elle-même, mais dans l'incapacité à développer une relation consciente avec ses capacités extraordinaires. Vous n'êtes pas trop pour ce monde. Vous êtes exactement ce qu'exige l'évolution de la conscience. Une fois que vous aurez appris à gérer votre perception avec la même maîtrise avec laquelle Jung a appris à gérer la sienne, le risque de tout voir ne sera plus trop grand. Vous n'apprendrez jamais à voir l'intégration et la sagesse qu'exigent vos dons. Si vous vous reconnaissez dans la description que fait Jung de l'individu très perspicace, sachez que vous faites partie d'un type psychologique rare, que Jung considérait comme essentiel à l'évolution de la conscience. Quel type de perception différenciée portez-vous? Partagez dans les commentaires votre parcours d'individuation trouve un écho chez d'autres qui suivent le même chemin. Et si vous êtes prêt à plonger encore plus profondément dans les découvertes de Jung sur les types psychologiques qui défient les normes conventionnelles, explorez ma vidéo sur les 7 pièges psychologiques de Carl Jung qui détruisent votre esprit, où je révèle les environnements toxiques pour les individus sensibles et perspicaces, ainsi que les stratégies de Jung pour protéger votre conscience tout en naviguant dans un monde encore inconscient. Merci d'être ici. Rendez-vous dans la prochaine dimension.